Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Une fois de plus, ce soir, nous allons parler de l'actualité à Mayotte, des sujets qui vous ont marqué cette semaine. Nous allons les voir avec notre invité que je vous propose d'aller retrouver tout de suite. J'ai rejoint maintenant mon invité. Il s'agit de Sophie Huvet du cabinet SHC. Sophie, bonjour. Bonjour Amina. Alors, nous sommes ici à la Pointe Mahabou. Pourquoi avez-vous tenu à venir sur ce lieu ? La Pointe Mahabou, c'est apaisant, c'est reposant. Ça fait aussi très longtemps que je ne suis pas venue sur ce lieu. Donc, c'était l'occasion, je crois, pour parler d'actualité qui est un peu intense et dynamique, de pouvoir aussi en discuter de manière posée. Ouais, donc là, on est bien au calme sous les arbres avec un peu de fraîcheur malgré ce soleil qui frappe très très fort. On va parler, Sophie, de l'actualité de cette semaine avec ce procès en assises. Le jeune Nassir Ouali, vous vous rappelez de cette histoire ? Oui, je pense comme beaucoup de personnes à Mayotte, parce que c'est aussi un incident et un accident et un drame, parce que c'est quand même quelqu'un qui perd un œil, qui s'est passé aussi dans un contexte social très compliqué. Donc forcément, on s'en rappelle tous. Alors, le procès en assises a eu lieu cette semaine, a été ouvert cette semaine. On regarde ce reportage de Camille Leca. Ensanglanté, le petit Nassir est pris en charge par les pompiers rapidement après le drame. Nous sommes le 7 octobre 2011 et il vient d'être victime d'un tir de flashball sur la plage de Longoni dans la commune de Koungou. L'auteur du tir, un gendarme qui patrouillait avec ses collègues alors que des émeutes contre la vie chère éclatent un peu partout sur le territoire. Mais sur le déroulé des faits, les versions s'opposent. Le petit garçon indique qu'il prenait la fuite et le militaire affirme quant à lui qu'il a agi par légitime défense, menacé d'un jet de pierre. Ces deux versions avaient été livrées à un juge une semaine à peine après les faits. Et voilà ce que maître Saïd Larifou, avocat de Nassir Ouali, avait exprimé à l'époque. De cette affaire, que le jeune Nassir a été visé volontairement, sans aucun motif légitime. Donc il s'agit d'une agression gratuite et volontairement commise sur un jeune qui était à la plage, c'est vrai, mais pour jouer comme les autres jeunes qui étaient avec lui. Après plusieurs hospitalisations à La Réunion, Nassir Ouali, 9 ans, finira par perdre son œil. Le gendarme Boris Roumian-Stef sera lui mis en examen pour violence aggravée ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Près de 4 ans plus tard, le procès qui s'est ouvert ce matin aura donc pour objectif de tirer au clair les responsabilités de chacun. En plus des deux parties, 13 témoins et 5 experts, dont un en balistique, défileront à la barre. Les jurés de la cour d'assises ont 2 jours pour trancher. Le gendarme risque jusqu'à 15 ans de prison. On l'a vu, Sophie, les faits se sont produits en 2011 et l'affaire a beaucoup ému à Mayotte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire, Sophie ? Ce que j'en pense, c'est très difficile, je pense, du point de vue de citoyenne. Déjà, c'est un drame. C'est surtout très difficile de comprendre. Je pense que la justice doit faire son travail. J'imagine qu'il y a eu des témoignages de part et d'autre, parce qu'on voit que les deux versions sont quand même très contradictoires. Donc, j'ai envie de dire, il faut laisser la justice faire son travail pour qu'on y voit peut-être un peu plus clair et qu'on voit effectivement, au vu ensuite des témoignages qui auront pu être donnés, la version qui sera a priori retenue par la justice. Alors, les faits se sont produits, on a dit, en 2011. C'était lors des émeutes en fait contre la vie chère. Et à Mayotte, ça avait fait beaucoup de remous. Sophie, vous l'avez vécu comment cette période ? Vous étiez à Mayotte justement à ce moment-là ? Oui, et en plus, pour moi, c'était vraiment une période clé.
parce que j'étais en fait au sein d'une agence conseil en communication et publicité à l'époque. Je venais en fait de donner ma démission juste avant pour pouvoir prendre mon envol en fait en tant qu'indépendante. D'accord. Ça veut dire que effectivement 3 semaines après ma démission, on voit en fait ce mouvement se monter. On savait pas encore qu'il prendrait tant d'ampleur, mais j'ai créé ma société en plein pendant le mouvement de 2011. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident psychologiquement de se projeter, de savoir ce qui allait se passer, mais en tout cas je pouvais comprendre les raisons, même si la forme que ça a pris, je pense ça a été très mal géré pour moi, et surtout c'est très préjudiciable pour Mayotte parce qu'on en subit encore les conséquences. Vous le dites, les conséquences ont été nombreuses et beaucoup d'entreprises ont fermé. Vous qui êtes maintenant à votre compte, vous avez eu peur, et aujourd'hui comment vous voyez la situation? Est-ce que depuis vous avez repris confiance en fait en Mayotte? Alors j'ai envie de dire que je n'ai jamais perdu confiance en Mayotte parce que je suis plutôt quelqu'un de positive à la base. Je crois surtout au fait qu'il y a plein de choses et qu'il faut que des gens restent. C'est un peu ce que j'avais dit à l'époque. J'avais dit voilà, même quand j'ai envie de dire le navire coule, il faut rester dessus. C'est comme un capitaine qui va gérer ses troupes, qui va gérer pour que le minimum de drame ou de risque arrive. Donc je pense que c'est en restant et en faisant les choses et en continuant à en croire à la manière dont on les fait, avec toute la neutralité, l'éthique, les valeurs qu'on a envie aussi de défendre au travers Mayotte, puisque ça fait 9 ans maintenant que je suis là, et je crois toujours en Mayotte, malgré tout ce qui peut arriver. Alors, on a beaucoup vu les enfants, les jeunes impliqués dans ce mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle était votre réaction en voyant certaines scènes à l'époque? C'est très compliqué parce que les jeunes, je les côtoie d'une autre manière, puisqu'en même temps, je suis bénévole dans une association, Hip Hop Évolution. Donc, je côtoie les jeunes au travers de la danse hip-hop, qui sont les jeunes aussi dans la rue, dans des statuts sociaux différents. Et j'ai toujours du mal à croire que ces jeunes peuvent faire ça tout seuls. C'est un petit peu mon point de vue. C'est vrai que quand on en parle avec les jeunes que je connais, ils ont beaucoup de mal à en parler, ils ont beaucoup de mal à dire des choses. Ils sont plutôt dans le fait de dire c'est comme ça. On a l'impression que c'est une fatalité en fait. Complètement. À leur âge, ils sont déjà fatalistes. Voilà, tout à fait. C'est une fatalité, c'est comme ça. Oui, mais il faut qu'on fasse des choses pour nous, c'est aussi pour ça. Alors qu'eux ne sont pas forcément dans ces groupes-là, ou en tout cas, s'il y en a qui avaient envie de le rejoindre, nous, on a aussi l'association pour pouvoir discuter et leur donner l'échange. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque, c'est qu'ils sont facilement, je ne sais pas si c'est le mot, voilà, influençables, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas l'échange. En fait, on est toujours en train de dire oui, vous êtes jeune, vous n'avez pas le droit à la parole, laissez-nous parler, nous adultes, et ensuite, quand vous allez grandir, vous aurez le droit à la parole. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'auront pas du coup acquis ce travail de débat, d'échange, et ils vont avoir des espèces d'a priori qui vont rester. Alors que si on est dans l'échange, on peut permettre justement de leur apporter d'autres arguments qui vont faire changer aussi leur manière de penser, leur manière de s'exprimer. Prévenir certains comportements aussi. Exactement. On imagine, Sophie, que pour la communicante que vous êtes, c'est très important. Je vous propose de continuer avec cet autre reportage. Les enfants de l'école primaire de Kaweni agressés par d'autres jeunes accompagnés de chiens. On regarde les précisions dans ce reportage. Malgré la présence des agents de la mairie qui tentent de les calmer, les parents des élèves de l'école de Kaweni sont remontés. Depuis 2 jours, leurs enfants seraient victimes d'intimidation par des jeunes délinquants du quartier. Après wasi solo sera renga leo na tungura irongwa leo risihima hadago pia si roto wanatsa walo vavo neka waska wavenze risana hamaya ora kumona kade nyumba za main roto da gonvan wasketira da gonvan par solution. Ces jeunes viendraient avec des chiens et armés de couteaux afin d'effrayer les petits et leur voler leurs affaires. Les parents exigent que la sécurité soit mieux assurée dans et autour de l'établissement. La majorité des personnes qui étaient là, ils ont demandé à ce que chaque parent prenne ses responsabilités, à savoir lorsque on voit des jeunes qui font des choses inadmissibles, notamment autour des écoles, puisque aujourd'hui l'école, on ne peut pas empêcher les enfants de venir travailler. Donc il faut à un moment donné que les gens prennent conscience qu'il faut agir et de ne pas laisser ce genre de choses se développer davantage parce que c'est inadmissible. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit.
Avant les vacances, le directeur de l'école aurait été menacé par des jeunes armés d'un couteau. Bizarrement, les forces de l'ordre ne sont jamais intervenues. Contactés par téléphone, les services de police ont indiqué qu'ils n'ont pas été sollicités par l'établissement ou les parents d'élèves pour intervenir. Aucune plainte n'a été enregistrée à ce jour. Sophie, cette situation qu'on vient de voir dans le reportage est quelque peu inquiétante, n'est-ce pas? Très inquiétante, j'ai envie de dire. C'est malheureusement toutes les semaines, voire j'ai envie de dire quasiment tous les jours, à Kaweni principalement. C'est vrai que j'aime pas stéréotyper, stigmatiser un lieu, un quartier ou une commune. Mais il faut avouer que ces jeunes, quelques jeunes, parce que c'est pas tous les jeunes de Kaweni, mais que quelques jeunes, et qu'une bande sévit, je pense, à Kaweni, principalement dans ces environs autour de la construction de la nouvelle MJC. Donc j'espère que d'ailleurs cette nouvelle MJC qui va arriver va peut-être pouvoir jouer son rôle aussi au sein de ce quartier, parce qu'il s'avère qu'ils descendent en fait des hauteurs de Kaweni. Et ce qui fait un petit peu vraiment plus peur, c'est que ce sont vraiment des très très jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont... je pense cette notion d'impunité, le fait que de toute façon ils ont peur de rien. Ça revient souvent, cet argument qui fait que beaucoup se disent on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui nous attend ici à Mayotte. Les jeunes en fait, une fois arrêtés, ils ressortent parce qu'ils sont mineurs, et en tant que mineurs on ne peut pas les enfermer plus longtemps. Voilà, alors je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ces très jeunes mineurs, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des mineurs adolescents, âgés, voilà. Mais là on est vraiment face à des mineurs qui, je pense, moi en tout cas de ce que j'ai déjà vu dans ce même quartier, parce que j'ai vu des jeunes provoquer des personnes qui avaient moins de 14 ans. Donc, en tout cas, qui semblaient avoir moins de 14 ans, même s'ils ne me donnent pas leur date de naissance. Donc, c'est vraiment dramatique, parce que ce sont des jeunes qui sont sans règles, et on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont déjà pas peur, alors jusqu'où ils vont pouvoir aller demain. Alors, vous parlez de cette nouvelle MJC, vous pensez que ça va régler le problème? On parle beaucoup à Mayotte du fait que les enfants sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'activité. Est-ce que vous êtes convaincue de ça, Sophie, clairement? J'en suis d'autant plus convaincue que, encore une fois, au travers de l'association que je peux aussi représenter, on est vraiment en manque de lieux. Donc ça, c'est un travail au travers des lieux, d'avoir, en dehors d'un lieu, c'est un projet. C'est vraiment un projet. C'est plus ça en fait. Voilà, c'est plus ça. Parce que les lieux, il y en a malgré tout. Il y en a, même si après, moi, je rentre pas dans ce débat de c'est aux normes, c'est pas aux normes, etc. Mais des lieux, il y en a. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête de ces MJC, et je pense qu'il faut vraiment que chaque commune prenne ce sujet très au sérieux, parce qu'il faut qu'il y ait un projet. Et ce projet, il faut qu'il soit en lien avec une diversité d'associations, une diversité d'activités, et pas seulement parce que on est aujourd'hui avec une équipe municipale qui a priori a des accords ou des amis avec telle association qui a priori du coup ferait plus... Il faut du concret sur le terrain en fait. Voilà, il faut vraiment du concret, et l'idéal ce serait vraiment que ça perdure, c'est-à-dire malgré justement la couleur politique ensuite du suivant, que ce soit quelque chose qui puisse perdurer, mais ça c'est justement les directions d'MJC qui peuvent le maintenir et qui peuvent en être le garant. Donc il faut vraiment des directions de MJC qui tiennent la route. Alors vous qui travaillez beaucoup avec les jeunes, qu'est-ce que vous entendez souvent de leur côté? Quel genre de paroles reviennent régulièrement? Alors, on ne cautionne pas forcément tout ce qu'ils disent. Justement, on est là aussi pour essayer de leur expliquer. Parce qu'eux, ils répètent aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choses qui viennent d'eux, mais ils répètent. Donc, ils répètent le fait qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de lieu. Voilà, c'est pour ça, en gros, qu'ils font rien. Alors, je leur ai dit, c'est pas vrai. Là, vous ne pouvez pas avoir ces arguments-là. Parce que c'est d'abord parce que vous allez faire qu'ensuite on va pouvoir vous faire confiance, et qu'ensuite on va pouvoir vous attribuer un lieu, qu'on va pouvoir vous faire confiance dans une activité, dans un projet. Donc en fait, il faut faire très attention aussi à la manière dont on dit les choses, parce que moi-même, quand je dis qu'il n'y a pas suffisamment d'accès aux lieux existants, je modère mes propos dans le fait qu'aujourd'hui, je reste convaincue que nos jeunes n'ont pas non plus suffisamment de propositions à faire aujourd'hui. Et que ce n'est pas les lieux qui font la proposition, mais c'est les propositions qui font les lieux. Alors, on va continuer, Sophie, avec un autre sujet. Donc, cette fois-ci, nous allons du côté de Dembéni avec cette route qu'on appelle la route du président. Je vous laisse regarder ce reportage de Chakila Youssouf. Dans ces caniveaux, des eaux usées chargées d'excréments et d'urine. Elles viennent directement du haut de la ville,
Les habitants de ce quartier à la frontière des villages de Dembeni et d'Iloni subissent la situation depuis plusieurs mois. La route qui mène au CUFR avait pourtant été refaite avant la visite de François Hollande à Mayotte en août 2014. Le président de la République l'avait même empruntée pour se rendre à l'université. Mais selon les habitants, les travaux commandés par la mairie et effectués par l'entreprise Colas et le SIAM n'auraient pas bien été terminés. Les services communaux vident les caniveaux régulièrement, mais rien n'y fait. Les eaux usées continuent à se déverser. On en a marre à cause de ça. C'est pour cela qu'on demande monsieur le maire pour nous aider parce qu'on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à faire manger à cause de ça. C'est obligé, là on ferme tout l'après-midi, la nuit. Alors c'est pour cela qu'on demande le monsieur le maire pour faire quelque chose à cause de l'eau là qui coule, à cause de ça. Le maire là. Mais les politiques font la sourde oreille. Contactés par téléphone, ni la mairie de Dembeni, ni l'élu du canton, Sarah Moussoun, n'ont souhaité répondre à nos questions. On le voit, Sophie, à chaque fois qu'un ministre ou le président, notamment ici, vient à Mayotte, c'est la même chose. Les routes, on les répare, on fait plein de choses, plein de travaux. Et une fois parti, il n'y a plus rien. C'est exactement ce qui se passe dans ce reportage. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que là, j'ai envie de dire, c'est plus le cabinet SHC qui parle dans le principe des sondages et des enquêtes. C'est que tout élu, puisqu'il faut rappeler quand même un président, même s'il n'est pas élu directement, enfin, il est élu directement par la population, eh bien, forcément, il doit satisfaire, et il doit satisfaire aussi tout au long d'un mandat, et par rapport aussi à la représentation de son parti politique. Et là, c'est là où je ne le comprends pas, c'est qu'effectivement, quand on voit des ministres qui sont aux plus hautes instances, le président de la République, qui oublient à un moment donné qu'ils ne peuvent pas juste passer, faire un minimum de choses, repartir et laisser cette image, parce que ce sont les futurs électeurs. Et que c'est la problématique depuis des années aujourd'hui où on fait le yo-yo entre différents partis à chaque élection, parce que chaque élu qui lors de son mandat fait les mêmes erreurs. En l'occurrence, pour moi, c'est une grave erreur, même si pour eux, ils s'en vont, ils ont l'impression que de toute façon, ils ne sont plus là, ils reviendront peut-être plus jamais. Mais c'est quand même au quotidien insupportable pour ces habitants d'avoir ce genre de préjudice. C'est quand même, pour moi, le fait de ne pas accepter que les gens aient une vie décente. Et ça, c'est très, très grave. Plus que le fait d'oublier de faire une portion de route, c'est les conséquences que ça peut avoir sur les habitants. Alors, vous qui êtes du cabinet SHC, en ce moment, il y a beaucoup de sondages. On sait qu'en période de campagne, les promesses sont nombreuses. Est-ce que vous en avez vu qui concernent, comme là, on a vu cette route qui est abîmée. On voit beaucoup de travaux, généralement, en période de campagne. Est-ce que c'est le cas? Vous avez remarqué certaines choses, Sophie? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça évolue tout doucement. C'est en fait comment votent les électeurs. Et on se rend compte que c'est toujours encore majoritairement de la même manière. Donc c'est surtout ce que va proposer la personne à l'électeur directement. Ce qui est en fait totalement faux, et c'est déjà biaisé, parce qu'on sait bien qu'un conseiller général ne pourra pas faire quelque chose personnellement à une personne. Alors peut-être d'essayer de lui trouver un job. Bon, d'accord, mais je trouve quand même que les perspectives sont extrêmement limitées, parce que même si le mandat est de 6 ans, ça veut dire que concrètement, il va avoir un job pendant 6 ans et après. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ramène les choses à des valeurs démocratiques, sur du contenu, sur du fond. Là, il y a encore beaucoup de travail. Mais j'ai envie de dire que la jeunesse, qui, contradictoirement parlant, se désintéresse pour une grande majorité de la politique, mais pour celle qui s'intéresse, est beaucoup plus dans le fond. Donc il va falloir quand même qu'on compte sur cette jeunesse pour pouvoir mieux analyser les choses, mieux comprendre les choses. Maintenant, ils sont tous d'accord pour dire
qu'il faut regarder un programme. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a encore cette difficulté à s'écarter et à prendre de la neutralité sur ce programme. C'est-à-dire qu'ils ont envie que ce programme réponde à leurs besoins personnels. D'accord. Et Sophie, on reste toujours sur le sujet des élections avec cette campagne et on va du côté de Bendrabois, la mairie de Bendrabois en fait qui a été bloquée par des électeurs de la commune à propos de procurations qui ont été annulées. On regarde ce reportage d'Assinia Moussa et de Leslie Vimné. Kiptua, militante du Parti socialiste et ses camarades, se sont aperçus que les demandes de procuration adressées à la mairie de Bendrabois ont été annulées. La cause ? Le problème d'état civil. Alors, pour se faire entendre, ils ont bloqué l'entrée de l'hôtel de ville ce matin. Aujourd'hui, il y a des centaines, plus de 200 procurations qui sont annulées. Pourquoi ? Il y a une faute de frappe, il y a un problème d'état civil, il y a tout ça. Et c'est illégal ça, ce qu'ils sont en train de faire au jour d'aujourd'hui. Pourtant, la mairie ne peut annuler une procuration, sauf en cas de décès ou de privation des droits civiques des deux personnes concernées. Le mandataire, celui qui va voter à la place d'un autre, le mandant. Tout comme la mairie ne peut résilier une procuration sans la demande du mandant. Les électeurs de Bendrabois se sont rendus à la gendarmerie de Mtsamboro pour déposer une liste de procurations annulées. En fait, ils sont en train de travailler avec la préfecture en même temps pour pouvoir résoudre les problèmes le plus rapidement possible. À 3 jours du premier scrutin, rien n'est fait. Les électeurs restent optimistes quant à la régularisation de ces procurations. Pour rappel, le jour du scrutin, le mandataire doit se présenter muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant pour pouvoir voter au nom de ce dernier. On l'a vu, Sophie, l'affaire s'était présentée également l'année dernière lors des municipales, ces histoires de procuration qui sont annulées, on ne comprend pas trop, des noms qui ont été mal écrits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en tout cas, c'est un sujet qui touche pour moi à la démocratie. Donc, c'est extrêmement... c'est extrêmement dangereux en fait de se prononcer en disant oui c'est d'un côté c'est inadmissible, de l'autre c'est... Attention, je pense qu'il faut étudier encore une fois les choses. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui le font d'une manière négative. Il doit y avoir des choses qui se passent malgré tout. Et ça, il faut le dénoncer. Si c'est le cas, effectivement, il faut le dénoncer. Et il faut que ça change parce qu'il faut que les gens qui aient envie de voter, même s'ils sont loin, qu'ils puissent le faire correctement. Et puis ensuite, il y a effectivement le fait de prendre en compte ces procurations pour qui c'est très important puisque même les gens qui sont loin ont envie de s'impliquer sur leur territoire. Parce que s'ils sont partis, c'est pour des raisons, je ne sais pas moi, peut-être de formation, de travail, d'autres raisons, que sais-je, de santé peut-être, et que du coup, ces gens-là, ce n'est pas pour autant qu'ils se retirent de leur territoire totalement. Ils ont envie de participer au développement, peut-être justement parce que ils ont peut-être pas envie que leurs propres enfants doivent quitter le territoire pour faire ce que eux ils ont dû faire. Enfin voilà, c'est tout plein de raisons qui font qu'ils ont envie de participer. Et donc ces procurations, si elles sont justes, il faut qu'elles soient là et il faut que ces gens puissent voter. Donc j'ai envie de dire en tout cas que s'il y a doute, c'est très bien que ce soit mis sur le devant de la scène, parce que là on est médiatiquement, mais surtout que ce soit remonté au niveau de la préfecture et que ce soit étudié et ensuite on verra réellement ce qui se passe. Alors on remarque, Sophie, souvent qu'en période électorale, ça bouillonne beaucoup à Mayotte, les gens sont très sensibles à ce genre de choses. Est-ce que vous avez eu déjà assisté à des cas où, en tant que, encore une fois, responsable du cabinet SHC, ou pendant les élections, vous avez eu à réagir sur des situations ? Alors réagir sur des situations, si vous entendez débat, par exemple, c'est systématique. C'est-à-dire que ce qui est sûr, parce que je fais d'autres enquêtes, je ne fais pas que du sondage d'opinion politique, ce qui est sûr, c'est que quand on fait un sondage d'opinion politique, tous mes enquêteurs me le disent, ils peuvent y passer beaucoup de temps parce que les gens, ils ont beaucoup de choses à dire, en plus de répondre à des simples questions. Donc ils ont vraiment envie de débattre. On n'est pas là pour débattre, et c'est tout le travail aussi que je fais avec mes enquêteurs, de garder cette neutralité. Ils n'ont pas à donner leur avis. C'est le moment pour eux, pour les habitants, de dire ce qu'ils ont. C'est ça. Et c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas assez, je pense, d'endroits pour pouvoir dire, pour pouvoir échanger. Parce que même dans les débats publics, ils écoutent beaucoup. C'est vrai qu'il peut y avoir ensuite des échanges, mais ça reste
quand même limitée. C'est là où je pense qu'un média comme vous, par exemple, ou tout média, peut avoir leur rôle à jouer, puisqu'on voit que dans les chiffres, pour une majorité en fait de cantons, c'est effectivement d'abord le débat public, le meeting, mais arrive juste derrière les débats télévisés. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, quitte à avoir des débats aussi, qui sont souvent enflammés. Hein. Qui sont souvent très enflammés, mais il faudrait aussi laisser la parole aux électeurs. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une interactivité, qu'ils puissent poser des questions et qu'ils puissent échanger, parce que je pense qu'ils sont très en attente de ça et c'est des sujets vraiment très sensibles. Merci beaucoup Sophie. On va faire une petite pause. C'est ici donc que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec Sophie Huvet qui est aujourd'hui mon invitée. Sophie Huvet du cabinet SHC. Sophie, on continue à parler avec vous de l'actualité à Mayotte ? Je suis toute oui. Alors, sujet d'actualité plus que d'autres encore, les élections, donc les départementales, avec à Sada, le canton de Sada, quelques couacs, l'UMP qui se retrouve avec 2 binômes. La justice a tranché. Les précisions avec Myriam Issoufali. Le délibéré était attendu ce matin dans l'affaire qui oppose 2 binômes UMP. Verdict, cette affaire relève du code électoral et aurait donc dû être jugée par le tribunal administratif. La Cour d'appel a ainsi confirmé le jugement rendu en première instance. Bref, à 3 jours du scrutin, c'est la fin des rebondissements. Il y aura bien 2 listes UMP dans le canton Sada-Chirongui. Pour rappel, c'est le premier binôme investi composé de Madi Ali et Sabili Mouanaïcha avec le soutien du chargé de mission du parti, Adadi Andjilani, qui a saisi le tribunal de grande instance pour contester l'investiture de Bakar Mohamed et Madi Bouana Mariam, candidat soutenu par le sénateur Abdourahmani Swali. La TGI s'était d'abord déclarée incompétente sur cette affaire, une décision qui n'a pas satisfait le camp UMP d'Adadi Andjilani qui avait fait appel. 2 binômes UMP pour le même canton, cela peut paraître étrange, mais la décision revient désormais aux électeurs. Le choix se fera dans les urnes. En tout cas, cette élection pourrait laisser un goût amer au sein de l'UMP qui semble plus que jamais divisé. On le voit, Sophie, à 2 reprises, les tribunaux ont accepté justement la présence de ces 2 binômes dans le canton de Sada. Est-ce qu'au niveau politique, ça ne poserait pas problème pour les électeurs ? Alors, sur le sujet, pour donner mon avis, j'ai pas plus d'avis que ça à partir du moment où je me contrains à rester très neutre et très factuel dans le cadre de mes fonctions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'attendais en fait ce résultat avec impatience parce que sur le terrain, c'est une des communes qui nous avait posé souci. Puisque comme on avait ces 2 binômes UMP et que c'était soumis à l'attente du tribunal, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas prononcés sur le binôme, mais qui ont sur vos tout à fait, mais qui ont dit simplement nous on votera pour le parti UMP, c'est-à-dire le binôme qui sera officiellement UMP, c'est-à-dire que eux ils attendaient qu'il y ait un choix qui soit fait. D'accord. Donc il s'avère que j'ai pas refait d'enquête terrain depuis, mais il y a le tribunal qui a donné en fait qui a tranché lui, tout simplement en disant mais en fait moi je ne trancherai pas. C'est ça qui était assez incroyable et donc je suis assez surprise de savoir comment vont se comporter ces électeurs à Sada qui nous ont dit qu'ils allaient voter pour le parti UMP parce qu'aujourd'hui il y a 2 binômes UMP et donc ils vont devoir maintenant se pencher sur un choix par rapport a priori, si on a envie de dire c'est une logique, a priori sur un programme similaire. Donc je ne sais pas comment va être la stratégie UMP à Sada, mais ça va être intéressant de suivre le canton de Sada. Du coup là, s'il y a un parti et 2 binômes, ça suppose que les voix vont être éparpillées. Donc le UMP est en train de entre guillemets, perdre ses chances en cas de victoire.
C'est dangereux, c'est vrai, mais il y a une stratégie. Ils peuvent tenir une stratégie. C'est pas parce qu'il y a 2 binômes engagés. Ils peuvent aussi amener eux-mêmes, un binôme peut amener eux-mêmes à dire à leurs électeurs aller voter pour l'autre, pour pouvoir quand même gagner. Maintenant, je ne sais pas du tout. La réalité, c'est qu'effectivement, j'ai fini le terrain. Quand je dis terrain, c'est les enquêtes terrain. Donc là, on attendait vraiment de savoir ce qui allait se passer. Et c'était une possibilité. On le savait que c'était une possibilité. D'ailleurs, le tribunal a remonté les bretelles à l'UMP en disant vous n'avez pas le droit d'interdire à un binôme de se présenter. Après, c'est de votre stratégie à vous de faire en sorte, a priori, qu'il n'y en ait pas 2. Mais s'ils veulent se présenter, et on a envie de comprendre que s'il y en a 4 qui ont envie de se présenter demain, eh bien, a priori, ils peuvent le faire. Alors, on l'a vu l'année dernière lors des municipales, l'UMP est revenu en force. Est-ce que vous pensez, Sophie, encore une fois, c'est juste un avis, que l'UMP aura ses chances encore cette année ? Alors, encore une fois, les avis sont difficiles à donner. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à la différence des communales et des législatives, les partis politiques dans leur ensemble ont vraiment repris le pouvoir. Ça, c'est une réalité qui peut s'expliquer par le fait que les cantons ayant été modifiés, il y a beaucoup d'électeurs qui ne connaissent pas certains binômes et donc pour se rassurer vont vers des partis politiques. Pas forcément toujours des gens d'expérience, mais en tout cas des partis. Parce que, a priori, se rattachent à une idéo politique en fait. Voilà, ils se rattachent à ça en se disant au moins eux, ils ont quand même l'expérience, même si les gens qui représentent aujourd'hui sont peut-être jeunes ou ils savent que derrière il y a une équipe et il y a quelque chose. Donc après c'est des convictions politiques de savoir s'ils vont voter plutôt UMP, plutôt PS, plutôt NEMA, plutôt MDM, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de mémoire, je crois qu'il y a c'est l'UMP qui présente le plus de binômes dans l'ensemble du canton. Donc forcément, on les entend forcément un peu plus. Voilà. Donc, alors on va continuer, Sophie, avec un autre sujet qui peut faire débat. Ici à Mayotte, on en commence à en parler, le port du niqab. Donc de plus en plus de femmes s'y mettent. On regarde des précisions de Shakila Youssouf et de Fred Soulaïmana. Au verset 31, qu'il faut porter le voile et dans la sourate 31... Ferme et précise, le témoignage de cette jeune fille lève le voile sur le choix de ces femmes mahoraises de porter le voile intégral. C'est la première fois que l'une d'entre elles témoigne en direct à la télévision et à la radio. Une prise de parole qui suscite autant l'admiration que l'inquiétude. La jeune femme a souhaité rester anonyme. Nous l'appellerons Amina. Je souligne d'emblée qu'on ne m'a pas forcé à le faire, que j'ai voulu le faire moi-même. Et si je l'ai fait, c'est parce que je me dis musulmane. Et en tant que musulmane pratiquante, il faut que je porte le voile, car c'est dit dans la sourate An-Nur, sourate la lumière, la sourate 24, au verset 31, qu'il faut porter le voile. Et dans la sourate 33, les coalisés, au verset 59, que les femmes, toute femme musulmane pratiquante doit porter le voile. Elle semble décidée à donner une autre image des femmes voilées. Elle refuse qu'elles soient associées au terrorisme comme les attentats de Charlie Hebdo. Selon les pratiques de l'islam, la femme est considérée comme un bijou et il lui est aussi recommandé de baisser le regard et de faire vœu de chasteté. Yani ntongoka sina mtaremolo ntongo forcé la de ushinzo mwenyewe de lazimani afanye. Ainsi, voulant se détacher des traditions mahoraises et plutôt s'identifier à l'islam pratiqué par les femmes des pays arabo-musulmans, Amina, Fatima, Saïda et bien d'autres ont choisi le niqab. Pour elles, c'est un moyen de mieux revendiquer leur foi et leur choix d'être pieuses. Et il ne faut pas avoir cette psychose-là qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un s'habiller, quelqu'un d'innocent et qui s'habille, qui suit sa route, on le soupçonne qu'il va être assassin, intégriste ou voire assassin. Non, on ne peut pas le faire ça. Après le témoignage d'Amina, le débat sur la place du voile intégral dans la société mahoraise est donc relancé. Mais il ne faut pas pour autant oublier que la loi française interdit le port de ce type de voile dans les espaces publics depuis 2010. Cette réglementation s'applique donc à Mayotte, même si elle n'est pas encore tout à fait appliquée. Sophie, une tendance qu'on voit de plus en plus à Mayotte, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous rassure? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Bien sûr, pour l'occidentale que je suis,
c'est toujours interrogatif. C'est-à-dire que moi, je me pose toujours la question de ce qui peut se passer dans la tête d'une femme qui est totalement engagée dans des convictions qui l'amènent à se cacher, parce que pour moi, visuellement, elle se cache, même si c'est pas le cas, parce que quand on entend en fait son témoignage, elle le perçoit pas du tout comme ça. Et au contraire, elle dit que c'est parce qu'elle a trouvé une identité, qu'aujourd'hui elle a les moyens de pouvoir s'exprimer par le biais de connaissances de sa religion, d'elle-même, qu'elle a fait ce choix. Donc j'ai envie de dire, je respecte le choix. Je veux juste que ce soit réellement des pensées qu'elle s'est développée elle-même par la connaissance scientifique de sa propre religion, scientifique, sociologique, tout ce qu'on veut, historique, et que ce soit pas quelque chose simplement d'induit dans une idéologie qui, à mon sens, serait plutôt préjudiciable. On l'a beaucoup vu ces derniers temps, Sophie, des sujets comme ceux-là qui interpellent les Mahorais avec une dite radicalisation de l'islam à Mayotte. Est-ce que vous avez... quelle est votre réaction ? C'est pas spécifique à Mayotte. Je crois que c'est un sujet qui dépasse aujourd'hui Mayotte, qui dépasse beaucoup de politiques. Quand je dis politique, c'est pas forcément les hommes, c'est de manière globale. Quelle politique mettre en place contre ça, parce que la radicalisation amène à des choses dramatiques. On le voit encore très récemment avec des attentats, des gens qui sont strictement pour rien, qui perdent la vie. Donc je crois que la crainte de tout ça, c'est vraiment de l'extrême. Il ne faut pas rentrer dans des extrêmes. Ensuite, cette radicalisation, je peux difficilement la comprendre parce que je suis plutôt quelqu'un de modéré et j'essaye justement tout le temps d'entendre les opinions des autres pour pouvoir aussi faire, non pas évoluer dans le sens où je change de veste comme au fur et à mesure qu'on me dit des choses, mais au moins d'essayer de comprendre et d'intégrer au fur et à mesure des éléments. Et notamment, mon arrivée à Mayotte m'a permis aussi de mieux découvrir la religion musulmane, même si je la côtoyais en métropole. Et du coup, on a une ouverture d'esprit qui est forcément très enrichissante, et je pense qu'on a tout intérêt à mieux comprendre les autres, que ce soit des religions différentes, que ce soit des fonctionnements différents, que ce soit des cultures différentes. Et c'est ça la richesse du monde. Alors Sophie, on va aller maintenant du côté de Mamoudzou avec du tri sélectif. Ce sont les stagiaires de l'AGEPAC qui s'y sont mis. On regarde ce reportage de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Dernier brief avant d'arpenter les rues de Mamoudzou. Dépliant en main, ces stagiaires veulent rappeler les bons gestes en termes de gestion des déchets aux habitants et aux commerçants. Des gestes qu'ils ont appris à maîtriser grâce à une formation de 200 heures dispensée par l'AGEPAC. Et pour eux, la priorité, c'est le tri sélectif. Tri sélectif ina faida mbili, ina usitoa zinsama harva imira harva malago harva imiji en plus ici vingi na faida ngina oliyo kamba itoa tous déchets base déchets zile uzo zisiwa ziri nous faisha tena ntongi yangina. Les commerçants du centre-ville apprécient cette démarche d'échange en direct, rien de mieux pour susciter des prises de conscience. Moi je pense que c'est mieux directement de le faire à domicile et puis éduquer les gens à trier les ordures directement à domicile, ça serait plus assidu pour les gens. En une matinée, plus de 400 prospectus ont été distribués. Une petite victoire pour ces stagiaires qui sont tous embauchés en contrat unique d'insertion à la mairie de Mamoudzou. Pour leurs formateurs de l'AGEPAC, cette sortie aura au moins permis de mettre en pratique leur apprentissage et de mieux convaincre sur cette nécessité environnementale. Pour les stagiaires, mais également pour nous, c'était important pour qu'on essaye justement de toucher cette population et qu'on puisse enfin essayer de monter des actions, chose qui reste encore difficile parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre d'action. Il y en a d'autres qui négligent encore, ce qui est très dommage, mais bon, c'est un combat qu'il ne faut surtout pas lâcher. Preuve que le tri sélectif, ça marche. Grâce aux 150 trios de Mayotte, 60 tonnes de métal, 85 tonnes de plastique et 100 tonnes de verre ont été recyclées depuis 2013. Le tri sélectif entre tout doucement dans les mœurs à Mayotte. Sophie, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Ce que j'ai à dire, c'est que c'est bien. On peut pas dire que c'est pas bien. C'est forcément une bonne initiative. Il part de très loin parce que à la mise en place du tri sélectif, je pense que le geste même de mettre à la poubelle était déjà pas forcément quelque chose d'évident. Alors je ne sais pas, et ça c'est quelque chose est-ce que ça a été perdu, ce geste de mettre à la poubelle, parce que je vois quand même beaucoup de gens, et c'est pas que des jeunes, je vois beaucoup de gens jeter des choses par terre. Mais donc du coup c'était l'enjeu de dire au-delà de jeter à la poubelle, en plus on va vous demander de choisir une couleur, parce que c'est un peu ça qui va permettre de faire du tri. On jette mais pas n'importe comment. Voilà, on jette mais pas n'importe comment, et il faut avoir une méthode. Surtout, voilà. Donc ça c'est pas évident, et surtout c'est une démarche très personnelle, parce que ça veut dire aussi mettre en place une organisation chez soi. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait mes études en Alsace. En Alsace ils sont très en avance, ils étaient déjà très en avance à l'époque en France sur le tri sélectif, parce qu'en fait ils ont vraiment des méthodes germanophones où là c'est très rigoureux sur la propreté. Et moi je me souviens qu'à l'époque étudiante, quand je suis arrivée dans le logement, on avait des petites taxes à payer, mais parce qu'on avait chacun déjà chez soi, mais je parle même pas dans la rue, c'est chez soi, on avait chacun des bacs qu'on devait mettre sous son évier, et que toutes les constructions, les immeubles, etc. qui se mettaient en place, en fait, devaient faire en sorte d'avoir toujours un espace pour mettre les poubelles à l'intérieur de la maison. Effectivement, c'est très bien organisé. Donc c'est déjà organisé, et surtout c'est déjà prévu. Ça veut dire que déjà ça facilite l'organisation. Et ensuite, quand on sortait les choses, mais on devait les mettre dans la poubelle. Et il y avait des jours où on récupérait plutôt la poubelle jaune, plutôt la poubelle verte, etc. Et ensuite, je suis rentrée dans ma région qui est la Champagne-Ardenne, où on commençait le tri sélectif, mais qui s'est fait comme un Mayotte, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens d'aller trier à l'extérieur, mais où il n'y avait pas à la maison de préconisation, ou en tout cas de choses qui étaient aussi préfinancées. Donc ça, ce sont des choix politiques. Clairement. On l'a vu dans le reportage, la personne qui a été interrogée dit justement, je veux bien qu'on me montre comment trier mes déchets à l'extérieur, mais comment je fais à la maison. Effectivement, le problème se pose ici. Et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup débattu, puisqu'en fait, j'ai aussi collaboré au travers de mon cabinet sur de l'enquête avant la mise en place de dispositifs, donc avec éco-emballage. Et c'est des choses que j'ai abordées moi-même, et qui ils m'ont clairement dit, ce sont des choix politiques. Donc c'est aux maires de prendre position. Voilà, eux, ils mettent en place un système au niveau de la récupération et du traitement. Maintenant, c'est aux autorités en fait de décider. Exactement. Ensuite, c'est à eux de dire est-ce qu'on finance ou pas. Parce que là, à Strasbourg, pour pas citer la ville, clairement, c'était le choix de la mairie de Strasbourg d'imposer ça, et que ça devienne une taxe pour que les habitants puissent profiter déjà de ces poubelles à l'intérieur de leurs habitations. Donc là, on parle beaucoup de Mayotte sale, on va dire, et ce qui justement joue un rôle négatif sur le tourisme. Donc là, maintenant, les maires ont peut-être une piste pour pouvoir régler à leur niveau, dans leur commune, ce problème d'insalubrité. Une piste, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il en existe. Il en existe plusieurs. Ça peut être aussi, si ce n'est de faire participer financièrement, parce qu'on connaît aussi ici les difficultés sociales, et que ce n'est pas toujours évident de dire, même si ce n'est pas trop cher, mais c'est toujours 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait beaucoup. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un accompagnement. Il pourrait y avoir une aide, une explication à la méthode. Je vais vous dire franchement, même si j'ai vécu à Strasbourg et j'ai eu tout ce fonctionnement, moi j'utilise des cartons tout simplement que j'ai chez moi, et j'ai un carton où on y met les conserves, j'ai un carton... Donc voilà, c'est simplement une méthode qu'il faut peut-être souffler justement à la personne qui ne savait pas comment s'organiser, mais aussi à leurs habitants. Et ça fait partie, en delà du fait de distribuer, comme la GEPAC le fait, des flyers pour, de manière plus globale, arriver jusqu'au trio, puisque c'est comme ça que sont appelées les grosses poubelles éco-emballage, il faut aussi qu'il y ait un travail en amont qui se fasse pour comment s'organiser à la maison. Merci beaucoup Sophie. On va maintenant aller à l'école. Donc cette semaine a eu lieu la semaine des mathématiques. Je ne sais pas si pour vous Sophie ça vous rappelle de bons mauvais souvenirs. En tout cas, les élèves de Dembéni ont eu droit à des ateliers axés sur les mathématiques. Alors Myriam Issoufali et Abbas Salidi étaient sur place. On regarde ce reportage. 3,2 kilos. Faire des calculs avec des produits du quotidien, c'est la méthode que le Cercle d'études Les Jeux mathématiques a choisi pour remédier aux difficultés liées à la maîtrise de la langue française. 4 types de jeux ludiques sont proposés: l'écriture des nombres, le sens des opérations, la résolution des problèmes et le calcul mental. C'est essentiellement du calcul mental, donc ils ont des dés avec
chiffres, un dé avec des opérations. Ils lancent les 3D, ils font l'opération et ils retrouvent sur un plateau le nombre obtenu. Quand ils ont 4 jetons alignés, ils ont gagné. C'est une façon ludique de faire du calcul mental. Je pense que c'est la meilleure méthode parce qu'effectivement, on a parfois une image dépassée, je dirais, de la pédagogie mise en place pour faire des mathématiques et on garde parfois tous un souvenir un peu particulier des mathématiques et de ces cours de mathématiques. Et faire des mathématiques à travers les jeux, effectivement, je pense que ça apporte beaucoup aux élèves, ça a un aspect ludique, motivant et ça permet effectivement de construire ces compétences essentielles pour nos élèves de CM2 et de 6e. C'est la 6e édition de cette opération académique. De nombreux événements sont prévus demain, dernier jour de cette semaine dédiée aux mathématiques. Vas-y, tu multiplies par 2. Bon, et tu fais... Les mathématiques avec le côté ludique, Sophie, c'est quand même une bonne initiative. Est-ce que vous auriez aimé participer à ce genre d'atelier lorsque vous étiez à l'école, notamment? Ah, c'est vrai que les maths, pour le coup, ça a été une grande partie de ma formation parce que j'ai un bac scientifique, donc ça a pris beaucoup de place. Ça a pris beaucoup de place et c'était pas évident. Donc c'est vrai que j'aurais aimé de temps en temps que ce soit un peu plus ludique parce que tous ces chiffres au tableau, des fois, me faisaient un petit peu peur. Maintenant, pour être un petit peu plus sérieuse, je pense vraiment que c'est important de relativiser et d'apporter ce côté ludique en fait aux mathématiques qui souvent sont perçues comme quelque chose de dur, difficile. Même si à Mayotte, je sens que les jeunes ont une logique mathématique, en tout cas sur les éléments de base de calcul, parce que très vite ils sont impliqués dans le commerce de la tante, de la maman, du papa. Je pense que dans un environnement, il y a très souvent un petit commerce. On apprend à compter très vite. Voilà, je pense que ça c'est maîtrisé. Après, voilà, ça se complique et donc il faut réussir ensuite à comprendre plus le français au travers des énoncés. Puisque quand il y a des problèmes, par exemple, moi je sais que j'accompagne quelques jeunes justement dans leur soutien scolaire, et c'est pas tant la difficulté des maths, c'est la difficulté de la compréhension de l'énoncé en français qui va poser souci pour ensuite résoudre le problème. Après, dès qu'on leur dit à l'oral et qu'on leur réexplique les mots, en fait, le résultat tombe très vite. Donc c'est aussi un avantage que ça ouvre l'esprit. On apprend des méthodes très vite. Ça permet aussi On dit souvent que quelqu'un qui est bon en mathématiques a un esprit très logique. Ouais. Donc vous le confirmez. Ouais, tout à fait. Et en plus, ça peut vraiment aider sur plein d'autres formations, que ce soit derrière des formations professionnelles, parce que de toute façon, on en a besoin. Quelle que soit la formation, il y a une logique qui doit se mettre en place. Sophie, on va un peu parler de vous, de votre situation ici à Mayotte. Vous êtes arrivée à Mayotte il y a 9 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Quel regard vous portez sur cette île? En tout cas, je m'y sens bien. C'est vrai qu'on entend beaucoup aujourd'hui la peur, l'angoisse, l'insécurité. Alors je dis pas que je la ressens pas. Je dis juste que je m'y sens bien et qu'aujourd'hui c'est pas ça et je n'ai pas envie de partir. Maintenant, le regard que je porte après 9 ans, c'est malgré tout la peur que les choses n'évoluent pas comme on aimerait qu'elles évoluent. Alors encore une fois, avec mon regard occidental, donc j'essaye toujours, et ça c'est un gros travail que je fais sur moi un peu chaque jour, de dire attention, l'Occident n'a peut-être pas raison sur tout. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire qui arriveront aussi à des résultats probants, puisque l'Occident a montré ses failles, montre tous les jours aujourd'hui les problèmes qu'il peut y avoir aussi en métropole, parce qu'on parle des problèmes à Mayotte. C'est vrai qu'on est sur une île, donc on est un enclos fermé, mais moi quand je rentre en métropole, j'entends la même chose. J'entends l'insécurité, j'entends les cambriolages, j'entends les crises économiques, j'entends les problèmes d'emploi. Donc malgré tout, ce qu'on vit à Mayotte, c'est aujourd'hui ce qu'on vit en métropole. Et c'est vrai qu'il y a 9 ans, je pense que l'écart était beaucoup plus important. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus serein. On n'avait pas ces mêmes problèmes. Donc je pense que c'est ça, en fait, que je peux retenir. C'est qu'en 9 ans, je pense qu'on est en train de vivre les problèmes d'un territoire en développement économique et que les gens ne sont pas préparés à ça. Donc c'est une vraie problématique comme j'ai pu le voir dans la concurrence, par exemple. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui me faisait rigoler, je le dis comme ça, parce que quand je suis arrivée, il y avait très peu de concurrence dans les différents secteurs d'activité. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'implanter, c'était le drame. C'était oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien non, ça se passe. Eh bien justement, on dit souvent qu'à Mayotte, tout est à faire. Donc justement, la concurrence est là pour ça aussi, non?
Ah ben totalement, et je pense qu'elle permet aussi de proposer différentes... De proposer, et c'est là aussi où on revient au point de départ, c'est qu'il faut laisser la parole à la population, aux citoyens, aux consommateurs qu'ils sont, parce que c'est à eux, je dis toujours, si on vend des téléphones, si on vend des machines à laver, etc., c'est certes on crée un besoin, mais si on les achète, c'est aussi parce qu'on a envie de cette offre, et qu'ensuite, au travers des marques, au travers des prix, etc., s'adapter un petit peu aux envies et besoins des Mahorais. Tout à fait, et c'est au consommateur de savoir ce qu'il veut. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces précisions. On en a appris beaucoup sur vous, sur vos activités ici à Mayotte. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos avec de nouveaux invités.